Bonjour, donc aujourd'hui, nous allons vous expliquer ce qu'est la loi de Hess. Donc, dans le cadre du cours de chimie, M. Lavigne se demandait comment peut-il prouver la loi de Hess. Il pense alors à un laboratoire qui peut laisser ses élèves, enfin il espère, se débrouiller tout seuls. Pause. Tout d'abord, pour s'assurer qu'aucun de ses élèves ne soit déstabilisé, nous devons alors expliquer ce qu'est la loi de Hess. Pour comprendre la loi de Hess, il faut évidemment commencer par définir ce qu'est le mécanisme de réaction. C'est une suite chronologique d'étapes qui conduisent des réactifs au produit. Donc, voici ici un exemple d'une équation globale. Pour obtenir l'équation globale de la réaction, il faut additionner les termes de chaque côté de l'équation avec les termes du même côté de la première équation partielle aux termes du même côté de la deuxième équation. On additionne le C et le O2 des équations partielles. De plus, les mêmes termes se trouvant des deux côtés de l'équation, comme le CO, s'annulent. Comme on le sait, chaque réaction dégage ou absorbe de l'énergie. C'est la chaleur de la réaction. Ici, on connaît la chaleur de réaction des équations partielles. Cependant, on se questionne sur la valeur de chaleur de la réaction globale ou l'enthalpie totale de la réaction. Mais la question est comment fait-on pour la trouver? Pas de panique, il y avait un chimiste russe d'origine suisse qui s'était déjà posé la question. Heureusement pour nous, il a également trouvé une réponse il y a bien longtemps. Retournons dans le temps, en 1840. C'est à ce moment que ce chimiste et médecin découvre le principe de la loi de Hess. Ainsi, grâce à ses observations, il est venu à la conclusion que la chaleur d'une réaction est toujours la même, peu importe le nombre d'étapes. L'enthalpie totale de la réaction est toujours égale à la somme algébrique des chaleurs des réactions des étapes. C'est ce qu'est la loi de Hess. Mais à quoi sert la loi de Hess? En fait, on a appris qu'on peut calculer de façon expérimentale la chaleur de réaction grâce à un calorimètre. À vrai dire, on peut utiliser la loi de Hess en calorimétrie et en thermodynamique. Mais il se peut parfois que certaines réactions soient impossibles à effectuer en laboratoire car ces réactions sont trop rapides, trop lentes ou trop violentes. Dans le cas d'un calorimètre, il ne permet pas toujours de mesurer la chaleur molaire des réactions chimiques, car elle permet seulement de mesurer la chaleur molaire à partir de la chaleur que dégage ou absorbe la réaction. Par exemple, la combustion du magnésium dégage de la chaleur, mais elle produit également de la lumière. Par conséquent, le résultat qu'on obtient est moins réaliste. Toutefois, la loi de Hess est une méthode théorique qui nous donne un résultat plus réaliste. On applique la loi de Hess dans la vie de tous les jours pour calculer l'enthalpie des réactions. Par exemple, dans l'industrie de l'acier, on peut calculer la chaleur molaire nécessaire pour produire de l'acier. En effet, on fait réagir l'oxyde de fer et le monoxyde de carbone selon l'équation suivante pour obtenir de. Donc, un autre exemple serait qu'on peut aussi calculer de manière théorique, grâce à la loi de Hess, l'enthalpie totale d'une réaction lorsqu'on travaille avec des substances explosives. Maintenant que nous comprenons davantage ce qu'est la loi de Hess, discutons du. Débutez par mesurer 8 grammes de NaOH à l'aide d'une balance. Ensuite, mesurez 200 ml d'eau distillée pour après le transférer dans un bol de styromousse. Par la suite, déposez ce dernier au centre de la plaque agitatrice et démarrez. Notez la température de l'eau distillée à l'aide de la sonde de température. Après, mettez le 8 g de NaOH et attendez que la dissolution se fasse et ensuite notez la température finale indiquée sur la sonde de température. Commencez simplement par ajouter environ 15 ml d'eau distillée dans le ballon jaugé. Ensuite, mesurez exactement 3 g de NaOH pour après le mettre dans le ballon jaugé et brasser. Par la suite, ouvrez le ballon jaugé et ajoutez une petite quantité d'eau distillée. Refermez le ballon et brassez encore.
Versez la solution dans une éprouvette. Attendez 24 heures. Ensuite, versez la solution dans le ballon jaugé pour ensuite le remplir jusqu'à exactement 50 millilitres. Mesurez 100 millilitres de HCl avec le cylindre gradué de 250 millilitres pour ensuite y ajouter 100 millilitres d'eau distillée dans ce même cylindre. Versez cette solution dans le bol de styromousse. Déposez le tout sur la plaque agitatrice et allumez-la. Prendre en note la température de la solution HCl diluée indiquée sur la sonde de température pour ensuite verser le 3 g de NaOH. Attendez la fin de la neutralisation pour mesurer la température finale et la noter. Maintenant, pour la réaction numéro 3, commencez par peser exactement 12 g de NaOH. Ensuite, mesurez 100 ml de HCl avec le cylindre gradué et remplissez-le d'eau distillée jusqu'à 200 millilitres. Transférez cette solution diluée dans le bol de styromousse. Placez ce dernier sur la plaque agitatrice et allumez-la. Et peu après, notez la température initiale de la solution indiquée sur la sonde de température. Ensuite, ajoutez le 12 g de NaOH. Attendre la fin de la neutralisation pour ensuite noter la température finale. Notre hypothèse est la suivante. L'enthalpie de la réaction 1, qu'il s'agit d'une dissolution du NaOH solide et une dissociation des ions Na plus OH-, additionnée à l'enthalpie de la réaction 2, qui est une neutralisation du NaOH liquide dans du HCl, va donner l'enthalpie de la réaction 3, qui est une combinaison des réactions 1 et 2, c'est-à-dire que c'est une neutralisation du NaOH solide dans du HCl. Donc, pour la première réaction, la chaleur molaire pour l'essai 1 était de 42,899 kJ par mol. Pour l'essai 2, 42,253 kJ par mol. Et pour l'essai 3, 42,528 kJ par mol. Donc, en moyenne, on obtient 42,56 kJ par mol. Dans la réaction numéro 1, si les chaleurs molaires obtenues comme résultat dans ces trois essais sont très proches l'un de l'autre, cela signifie que le laboratoire a été une réussite. Si les valeurs obtenues sont éloignées l'un de l'autre, cela signifie que le laboratoire n'a pas été une réussite. Pour la réaction numéro 3, selon notre hypothèse, l'addition des réactions 1 et 2 est supposée donner environ la valeur obtenue pour la réaction numéro 3. Pour terminer, notre hypothèse était bonne, car la réaction 1 qui nous a donné environ 42 kJ par mol, additionnée à la réaction 2 qui nous a donné environ 62 kJ par mol, est juste égale à 7 kJ de moins que le résultat supposé qui est 104 kJ par mol. Pour l'amélioration, l'enthalpie de la troisième réaction que nous avons faite se rapproche de l'addition des enthalpies des réactions 1 et 2. Cependant, on peut constater que le résultat n'est pas exact. Afin d'obtenir des résultats se rapprochant plus de la chaleur molaire théorique, c'est-à-dire à l'addition des enthalpies des réactions 1 et 2, il y aurait certaines améliorations que nous pourrions apporter. Nous pouvons peser exactement la quantité de NaOH nécessaire pour le laboratoire. De plus, nous pouvons être plus précis lors de la lecture au bas du ménisque quand nous utilisons un cylindre gradué ou un ballon jaugé. Voici, c'est déjà la fin, donc merci de nous avoir écoutés.